Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la FAQ des 3000 abonnés. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment déjà que les parties 1 et 2 sont sorties, mais enfin c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, parce que vos questions ont été extrêmement nombreuses et donc c'est pour ça qu'il a fallu 3 épisodes entiers pour y répondre. Et puis j'ai été du coup tributaire un petit peu de la météo, puisque comme vous pouvez le voir, ici il a déjà neigé, donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué quand on tourne comme ça à l'extérieur, on est toujours un petit peu tributaire de la météo. Donc voilà, je vais finir de répondre à toutes vos questions, en commençant par une question qui m'a été posée par une personne dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui m'a posé une question tout à fait intéressante, et d'ailleurs une question dont j'ai été surpris de ne pas l'avoir posée plus tôt, puisqu'elle concerne en fait le nom de la chaîne, tout simplement, la Ménie Païenne, et à savoir qu'est-ce que ça signifie la Ménie Païenne. Donc pour y répondre, en fait, ça signifie, c'est simplement un clin d'œil que j'ai fait à une ancienne légende normande, qui fait référence en fait à la chasse sauvage du dieu Odin, et qui s'appelle donc la Ménie Elquin. Alors le mot la Ménie en lui-même, il fait référence à un mot en vieux français qui signifie la maisonnée. Donc la maisonnée pas au sens du bâtiment, mais au sens de ses occupants plutôt, puisque dans les milieux ruraux de tout temps, en fait, en France, mais pas que, en fait dans tout le nord de l'Europe, l'organisation rurale, c'était en fait un grand corps de ferme qui abritait une famille entière, mais pas que, qui abritait également certaines personnes externes à la famille, par exemple dans le système de la clientèle chez les Gaulois. Ça pouvait être aussi des personnes de passage, des personnes, ça pouvait être des invités, ça pouvait être également des amis, pourquoi pas. Et donc voilà, j'ai trouvé intéressant d'utiliser ce nom, parce que ça faisait référence du coup à quelque chose qui regroupe en fait, qui est assez communautaire, et donc voilà, c'était un petit clin d'œil, notamment cette légende de la Ménie Elquin. Ensuite on repart sur une question un petit peu plus politique, puisque Olive Villiers qui me demande ton avis sur les mouvements autour de l'écologie, donc Rabbi Kokopelli, et une éventuelle insurrection politique, figure de la dissidence, Schwarz, Oral, etc., et vidéaste associé, sociologue, psychosociologue, JSPC, l'anarchisme, Proudhon, l'action française et la possibilité de s'associer avec les chrétiens. Alors pour commencer avec l'écologie, en particulier Kokopelli, je soutiens totalement leur action. D'ailleurs je suis client chez eux. Alors Kokopelli, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une association qui s'est donnée pour mission de préserver la biodiversité, notamment en commercialisant en fait plein d'espèces de variétés anciennes de légumes, et de fruits, de légumes, de fleurs, etc. Pour maintenir en fait justement une biodiversité assez riche parmi les plantes potagères. Donc c'est des semences en fait qui sont bio, qui sont reproductibles, c'est-à-dire que c'est des semences où vous allez pouvoir faire vous-même vos graines, vous n'êtes pas obligé de leur racheter chaque année en fait des semences, comme par exemple avec celles que vous pouvez acheter dans le commerce. Donc voilà, c'est très intéressant déjà d'un point de vue économique, et puis en plus c'est des variétés qui sont quasiment uniques au monde, parce que c'est des variétés très anciennes et qui du coup ont été préservées par certains passionnés, et qui du coup aujourd'hui heureusement sont mises sur le marché. Et donc c'est vrai que moi-même j'ai un potager, et c'est vrai que ça marche très bien, et des variétés très intéressantes. Après c'est vrai que l'écologie en général c'est un mot un petit peu fourre-tout, parce qu'on a tout et n'importe quoi. Alors l'écologie à la Macron, là non, pas du tout, hein. Et donc parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Moi je suis plus dans une écologie qui se traduit vraiment dans les actes, donc notamment à travers la permaculture, et par exemple des petits gestes comme ce que j'avais proposé dans mon défi de Samognos, c'est-à-dire construire un nichoir pour les oiseaux. C'est des petites actions comme ça qui coûtent pas grand chose, et puis qui sont réellement bénéfiques en fait pour la terre, et en particulier la permaculture qui permet de réparer un petit peu les sols qui sont complètement dévastés par l'agriculture intensive qu'on pratique aujourd'hui. Donc ensuite, concernant une éventuelle insurrection politique, je ne crois pas du tout à une insurrection politique ou même une quelconque révolution ou quoi. C'est pas parce que maintenant on voit avec les gilets jaunes et tout ça, bon, c'est bien, mais je pense pas que ça mènera à des bouleversements profonds dans la société. Donc en fait, moi je pense plutôt que ça va faire un petit peu comme l'URSS. En fait, le système no communiste n'était pas fiable, et du coup au bout d'un moment il a fini par s'effondrer, et je pense qu'avec le système capitaliste ça va être exactement la même chose. C'est juste qu'il est un peu plus résilient, notamment parce qu'il s'appuie aujourd'hui sur des technologies qui sont de plus en plus poussées, qui permettent justement
de passer outre de plus en plus de problématiques. Mais je pense sincèrement, comme j'en avais parlé dans ma vidéo notamment sur le survivalisme, que le système capitaliste et en tout cas l'Occident finira par chuter un jour ou l'autre. Donc ensuite, pour ce qui est des figures de la dissidence, donc Étienne Chouard, je connais pas suffisamment le personnage pour pouvoir en parler objectivement. Par contre, Soral, c'est un sujet très intéressant. Je comprends pas bien en fait cette espèce de fixation que font certaines personnes, en tout cas sur Soral, puisque c'est un personnage qui a pu avoir à un moment donné des bonnes analyses, mais bon, maintenant il est plongé dans une espèce de paranoïa judéo-centrée. Les sionistes. D'un moment, non, quoi. Il faut arrêter. Le monde est plus complexe que ça. Il peut pas se résumer aux gentils musulmans et gentils chrétiens d'un côté et les méchants juifs de l'autre. D'autant que voilà, quand des païens viennent de me parler de Soral, j'ai juste envie de rigoler parce que le mec, il est dans des délires christiques qui sont complètement hallucinants. Le message du Christ est explicite. C'est un révolutionnaire. Il est venu pour chasser les marchands du temple, il est venu pour lutter contre ce détournement de la religion de Dieu en religion mammonique. Et aujourd'hui, s'il était présent sur terre, peut-être l'est-il, il serait assis ici à côté de moi. Hein. Donc voilà, au bout d'un moment, avec ce personnage, je pense qu'il faut un petit peu arrêter. Et puis bon voilà, globalement tous les délires un petit peu conspirationnistes qui visent à montrer du doigt un bouc émissaire et puis de lui coller en fait tous les mots sur le dos, je pense que d'un moment c'est une démarche qu'il faut se rendre compte qu'elle mène à rien, et c'est même contre-productif, puisque on a vu l'acharnement médiatique qu'il y a eu contre lui, contre Dieudonné, etc. Et en plus, justement, avant cette période, justement avec Manuel Valls qui avait fait sa croisade contre l'antisémitisme. Et que la justice soit implacable à l'égard de ces prédicateurs de la haine. Parce que c'est notre projet. Au final, Dieudonné, Soral, bon, personne n'en parlait, enfin on n'en parlait pas autant, et c'était pas des gens qui étaient un petit peu marginaux quelque part. Tout ça est vérifiable. Hein. Donc voilà, si je devais avoir un conseil pour les païens identitaires, laissez tomber Soral et lisez Vénère, lisez Audry, lisez Vial, lisez Roberdin, lisez des gens qui militaient déjà depuis bien avant la naissance même de Soral pour certains, et qui ont une analyse qui est pour moi beaucoup plus pertinente que des délires conspirationnistes, une analyse qui est réelle et qui est pertinente, quoi. Pour ce qui est des vidéastes associés, alors Sociologue et Psychosos, c'est pas compliqué, je ne connais pas ces deux chaînes, donc j'irai les découvrir. En revanche, pour ce qui est de JSPC, donc je suis pas content. C'est une chaîne que je suis depuis un petit moment et que j'adore, j'aime beaucoup son humour, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller le découvrir, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Donc c'est un vidéaste qui fait des vidéos sur la politique et qui tape un petit peu sur tout le monde, qui met en évidence les contradictions des politiques, les fois où ils se foutent de notre gueule. Il va rechercher aussi des documents pour montrer les contradictions, des fois les politiques qui se contredisent eux-mêmes, les doubles discours, etc. Donc ouais, c'est une chaîne qui est pas mal sur la politique, sur un ton humoristique. Petite question facile, que se passe-t-il lorsqu'un président de la République qui a le charisme d'un Bernard Lhermitte sous cocaïne décide de rendre hommage à un événement beaucoup trop grand et important symboliquement pour ses petites épaules libérales capitalistes? Réponse, il en fait trop. En ce qui concerne Proudhon et l'anarchisme, alors pour être franc, j'ai pas lu Proudhon, mais je connais un petit peu le personnage et ses idées, et entre Bakounine et Proudhon, je préfère largement Proudhon. Ceci dit, je considère quand même l'anarchisme comme une doctrine qui est complètement utopiste en fait, puisque en fait on est toujours dans le même schéma, des gentils ouvriers, des gentils prolétaires face aux méchants patrons, aux méchants bourgeois. Et d'ailleurs j'aime bien à ce propos l'analyse de Nietzsche là-dessus, c'est que en fait, que ce soit le capitalisme, le communisme, l'anarchisme, etc., ce sont des systèmes politiques qui reproduisent toujours le même schéma qui est inspiré justement du christianisme, c'est-à-dire qu'on a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et en réalité, c'est un système dualiste qui pour moi est insupportable en tant que païen. Et pour moi, parce qu'il n'est pas applicable, il n'est pas réaliste. Il n'y a pas de gentils et de méchants concrètement. Et il y a une autre chose aussi qui me dérange, c'est que je suis absolument
je suis aussi opposé au capitalisme, mais seulement je n'ai pas de problème spécialement avec la notion de hiérarchie et d'autorité. Pour moi, elle doit juste être appliquée différemment qu'elle l'est dans le capitalisme, où en fait c'est une plutocratie, ce sont ceux qui ont le plus d'argent qui dirigent et pas ceux qui ont le plus de légitimité à diriger. Donc voilà, pour moi l'idéal des anarchistes, en fait, il n'est pas plus réaliste que l'idéal communiste. On a vu que le communisme a voulu imposer justement cette notion d'égalité entre tous les hommes, ça n'a pas fonctionné, et pour moi l'anarchisme ne fonctionnerait pas parce qu'au bout d'un moment il y aurait forcément une quelconque forme d'autorité qui renaîtrait d'une manière ou d'une autre. Donc ensuite, en ce qui concerne l'Action française et la possibilité de s'associer avec des chrétiens, c'est quelque chose que je vois souvent. Les gens disent voilà, oui, il faut arrêter les petites guéguerres entre chrétiens et païens, mais j'ai envie de dire à ces gens-là, mais s'associer, pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est la question que je leur retourne, puisque concrètement, si on prend, alors là en l'occurrence c'est plutôt du côté identitaire, mais si on prend les païens identitaires et les chrétiens identitaires, mais c'est ça la population française, c'est ça. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Faudrait déjà désigner un ennemi et vous allez faire quoi? Vous allez faire des guérillas? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour moi, une réelle manière de montrer son opposition en fait à ce système-là, c'est d'arrêter de le financer et donc d'aller vers de plus en plus d'autonomie, tout simplement. Pas forcément, voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans la rue et de tout péter ou de vouloir caillasser des flics pour se poser. Non, non, il faut arrêter voilà, de financer, il faut arrêter de consommer comme des cons. Il faut essayer voilà, de faire le maximum de choses par soi-même, ne pas acheter tout et n'importe quoi, il faut voilà, faire son potager, il faut faire travailler le local, bref, il faut essayer de faire du troc avec ses voisins, pourquoi pas, enfin tout ce qui vous permettra d'aller vers de plus en plus d'autonomie, produire vous-même votre électricité. Ça, c'est réellement ce qui peut peser dans la balance. Il n'y a pas pour moi, c'est toutes ces idées il faut s'associer avec un tel ou un tel, il faut arrêter les guéguerres, machin. Non, ça n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. Ensuite, une question de Élite qui me demande que penses-tu du concept de nation? Alors là, on est sur une question qui est quand même assez complexe. Si je devais avoir un idéal, ce serait plus un système clanique qu'un système de nation au sens moderne, mais bon... Au jour d'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, les nations sont, je pense, indispensables, puisque pour garantir certains droits à leur population, même si ce droit a tendance à s'effriter un petit peu, on le voit notamment maintenant avec l'Union européenne, puisque notre droit national s'efface petit à petit face au droit européen qui nous impose en fait des lois qui sont décidées par des gens dont on ne sait même pas qui ils sont, on ne sait même pas où ils sont réellement, c'est quelque chose de très flou et au final on subit des lois qui sont pas adaptées et que le peuple français ne voudrait pas et pourtant on nous les impose. Donc c'est vrai qu'une nation au jour d'aujourd'hui pour moi elle est quand même indispensable. Après c'est clairement pas mon idéal. Ensuite, une question de Thomas qui me demande si je fais de la reconstitution historique et si je pense en faire un jour. Pour être franc, j'aimerais bien en faire, mais j'ai clairement pas le temps, puisque entre mon travail, la tenue de cette chaîne et toutes mes autres activités à côté, j'ai clairement pas le temps de faire de la reconstitution historique, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un milieu que j'aime beaucoup, un milieu de passionnés avec des gens la plupart du temps sérieux et c'est un milieu que j'aime bien m'entretenir toujours avec des passionnés, avec des gens dans les reconstitutions historiques, que ce soit vikings, gaulois, romains, etc. Seulement, voilà, je ne fais pas partie d'une troupe officielle. Donc ensuite, une question de Togirix qui me demande d'après toi, est-ce que la technique moderne, par exemple la fusion nucléaire et la robotique, peut relever d'un culte païen? Donc cette question je la trouve un peu curieuse parce qu'au final dans le paganisme antique non plus on n'a pas réellement de culte et de divinités qui sont destinés à des quelconques techniques ou des quelconques technologies. En fait on a uniquement des divinités qui représentent l'univers observable, c'est-à-dire des divinités qui vont représenter le soleil, voilà, des forces cosmiques qui vont représenter des grands principes comme la fertilité ou alors des actions comme la guerre par exemple, la sagesse et que sais-je. Donc au final, je vois pas du tout l'utilité. On va pas créer un dieu de la voiture ou un dieu de la fusion nucléaire. Pour moi, ça n'aurait pas de sens en fait. Puisque quand on regarde les divinités, c'est quoi? Ce sont des grands principes qui sont
non seulement intemporel, puisque par exemple pour le Soleil, a priori il brille depuis bien avant la naissance de l'humanité, et je pense qu'il brillera encore bien après la disparition de l'humanité. Donc au final, ce sont des principes qui sont voilà, intemporels, et qui font partie, en fait, qui sont indispensables à la marche du monde. Alors que la voiture, la fusion nucléaire ou quoi, c'est des choses qui existent à l'état naturel, bien sûr, dont on a connaissance aujourd'hui, mais concrètement, je vois leur maîtrise, en fait, sur le plan technologique, sur le plan humain technologique, je vois pas pourquoi ils devraient relever d'un culte païen. Ce serait faire de l'idolâtrie, en fait. En tout cas, j'espère avoir bien saisi le sens de ta question. Toujours Togerix qui me demande: penses-tu qu'un paganisme nouveau puisse naître et prendre des formes, avoir des symboles et des divinités inédites? Donc là, oui, tout à fait. Je pense que le paganisme doit toujours être en mouvement. Donc par conséquent, il doit se renouveler, puisque quand on regarde, même depuis les premières traces du paganisme chez l'homme de Néandertal, jusqu'aux dernières traces dont on a connaissance, par exemple dans les pays baltes, mais en final, on se rend compte qu'il est toujours en mouvement, ce paganisme. Il s'adapte, il évolue au fur et à mesure de l'évolution des sociétés des hommes, il évolue en fonction des climats, il évolue en fonction des peuples. Donc oui, il doit évoluer. Il n'y a que les religions monothéistes qui sont figées au final, qui te donnent un texte donné, qui te disent voilà, la vérité elle est là, et la vérité d'il y a 2000 ans, c'est toujours la vérité d'aujourd'hui. Sans prendre en compte les évolutions qu'il y a pu y avoir. Alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est pas la question, c'est juste que le monde évolue, les hommes évoluent, et donc il faut que le paganisme évolue également. Après, ça n'empêche pas de garder, bien sûr, ça c'est indispensable, de garder un fond qui soit toujours le même, on va dire comme un fil d'Ariane, en fait, puisque quand on prend par exemple dans les paganismes européens, depuis l'Odyssée d'Homère jusqu'à l'Edda de Snorri, en fait, quand on constate qu'on a une durée de 2000 ans d'écart, c'est-à-dire c'est exactement le même temps depuis Jésus jusqu'à maintenant. Donc au final, on a une connaissance d'une partie du paganisme qui est quand même assez vaste, et quand on regarde, ce paganisme donc revêt des formes très diverses, mais au final on peut y trouver une continuité, un fil continu, voilà, un fil d'Ariane, que ce soit depuis les Grecs jusque par exemple aux Vikings ou dans les pays au paganisme slave ou balte qui a survécu le plus longtemps. Le tout est de savoir en fait le faire évoluer d'une manière cohérente, en fait, tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison en fait que j'avais créé le format reconstructionnisme païen, pour justement se poser des questions sur comment adapter le paganisme à notre vie moderne, tout simplement. Que penses-tu des barbus sympas qui font de très bonnes vidéos YouTube sur le paganisme? Donc si tu parles de celui-ci... Alors des barbus qui font des chaînes sur le paganisme, il y en a quelques-uns. Enfin, si tu fais référence à celui-ci, oui, je le suis depuis pas mal d'années maintenant, et j'apprécie son honnêteté et sa cohérence. Alors même si je suis pas d'accord avec forcément toute sa vision du paganisme, mais enfin globalement, oui, j'apprécie vraiment son travail. Toujours Togerix qui me demande ensuite: pourrais-tu nous dire quelles sont les sources écrites de ta morale païenne personnelle? Alors là, ça va être très simple. Par-delà le bien et le mal de Nietzsche. Voilà, vous avez tout. Donc ensuite une question de Quentin qui me demande comment trouver des personnes adéquates afin d'échanger sur le paganisme sans tomber sur des magiciens New Age ou bien sur des identitaires trop portés sur la question raciale. Donc, je vais passer les noms d'oiseaux, car j'ai malheureusement l'impression que ce sont les deux tendances que l'on trouve le plus. Et enfin, comment selon toi un païen ayant des racines provenant de plusieurs peuples européens peut-il appréhender son rapport avec le divin et se diriger vers une tradition qui lui correspond le mieux?
Donc pour répondre à la première partie de ta question, alors je pense que c'est en final tout naturel que le paganisme attire ces deux antagonismes que sont d'un côté, donc je pense que tu fais référence aux Wiccans, donc les New Age qui donc ont une vision, qui incarnent plus le paganisme de gauche, et d'un côté des païens identitaires. Donc c'est tout à fait naturel que le paganisme attire ces deux antagonismes, parce qu'au final, ce sont deux mouvements qui sont au final assez marginaux, en tout cas qui sont considérés comme marginaux aujourd'hui, et le paganisme également, au final. Donc c'est assez logique. Et d'un autre côté, je dirais que en final, ces deux mouvements peuvent s'y retrouver dans le paganisme, parce qu'ils vont chacun y retrouver des valeurs qui vont être conformes avec leur morale. Donc ces valeurs, quelles sont-elles? Au final, on va dire les païens de gauche, ils vont plus aimer le côté libertaire et le côté non dogmatique et le côté en tout cas tolérant du paganisme. Et les identitaires vont forcément plus aimer le côté identitaire justement qu'il peut y avoir dans le paganisme. Le problème, c'est que d'un côté, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, d'un côté on va rejeter le côté identitaire et de l'autre on va rejeter le côté tolérance. Alors on va vite fait tomber sur des extrêmes. Donc, et quand on prend les extrêmes, je pense que un Wiccan complètement universaliste, je pense qu'il n'a pas compris grand chose au paganisme, et par là même un suprémaciste blanc, il n'a pas compris grand chose non plus au paganisme. Donc au final, je pense que le paganisme devrait être suffisamment vaste pour pouvoir accueillir ces deux visions. Après, il faut qu'en fait chacun des deux mette un peu d'eau dans son vin et tolère l'autre. Après, voilà, forcément, c'est toujours un petit peu difficile de dialoguer avec quelqu'un qui a des idées radicalement opposées aux siennes. Mais enfin, je sais que par exemple, il y a des gens des deux bords politiques qui suivent ma chaîne. Et manifestement, j'ai encore jamais vu en tout cas de bataille rangée comme on peut voir dans certaines autres chaînes, dans les commentaires entre personnes qui vont s'insulter de fachos, de gauchistes, de ci, de ça. C'est pas ce que j'ai voulu en créant cette chaîne. Du coup, c'est pour ça que j'adopte un ton un peu neutre. Donc la preuve en est qu'au final, le dialogue est possible et qu'un discours païen peut parler autant aux uns qu'aux autres. Après, si certains trouvent mon discours trop porté à gauche ou trop porté à droite, ma foi, j'y peux rien. Si vraiment mon discours est trop insupportable, ils peuvent toujours arrêter de me suivre, hein, ça je retiens personne. Mais enfin, je pense que en voyant du coup des gens qui ont des idées radicalement opposées, qui au final peuvent se retrouver sur certains points, je constate que c'est possible, au final, que le paganisme soit suffisamment vaste pour pouvoir faire une synthèse justement de deux visions qui sont probablement antagonistes. Donc ensuite, la deuxième partie de ta question est très intéressante, puisque justement c'est quelque chose qui est, je pense, plus marqué en France qu'ailleurs, puisque la France, c'est vraiment le carrefour entre le septentrion et le midi. C'est le carrefour culturel de l'Europe. On a des influences celtes, on a des influences gréco-romaines, on a des influences germaniques. Et tout ça, au final, a donné le peuple français aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça peut poser problème, parce que du coup, un Français ne sait pas trop vers quelle tradition se tourner. Et moi-même, j'ai été confronté au final à ce choix, puisque j'ai des origines françaises, italiennes, mais également germaniques. Donc au final, vers quelle tradition se tourner? En fait, je pense que tout simplement, c'est quelque chose qui vient assez instinctivement. Il suffit de s'intéresser en fait à ces différentes traditions et de voir laquelle nous parle le plus, en fait, tout simplement. Je pense que ça vient assez naturellement, et notamment de par son état d'esprit, de par son éducation, et aussi beaucoup des facteurs qui sont peut-être métaphysiques, ou alors d'autres facteurs qui vont être simplement géographiques. Donc par exemple, quelqu'un qui vit, je sais pas, à Narbonne ou à Nice par exemple, il sera peut-être plus attiré par la mythologie gréco-romaine qui parle d'Olivier, qui me parle de mer Méditerranée, donc qui constitue l'environnement en fait directement de cette personne, plutôt que la mythologie germanique qui nous parle de forêts, de fjords et de glace. Donc tout simplement, je pense que chacun doit écouter son instinct, se renseigner sur les différentes traditions, et il se dirigera, je pense, de lui-même vers celle qui lui correspondra le mieux. Donc ensuite, une question de Ofa qui me demande: que penses-tu de la tradition primordiale?
Es-tu d'accord pour penser que toutes les traditions spirituelles authentiques visent au même but, l'absolu, et que c'est donc l'absolu qu'il faut sacraliser, non pas la religion en elle-même, qui ne sont finalement que différents chemins pour accéder à la vérité, qui elle est unique? Alors non, concernant Guénon, je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. La tradition primordiale, pour moi, c'est quelque chose de très vague, et pour moi, c'est un universalisme New Age. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le paganisme, et en tout cas je pense pas plus qu'avec les autres religions. Je ne crois pas à cette idée de tradition primordiale en fait, puisque ce serait, pour moi c'est un contresens de voir le même but et la même origine entre le paganisme et par exemple les religions monothéistes. Donc pour moi cette tradition primordiale c'est vraiment c'est un non-sens en fait, c'est un artifice qu'on veut inventer puisque donner le même but au paganisme et au christianisme ou à l'islam ou quelconque religion monothéiste, pour moi c'est un non-sens complet, parce que le monothéisme cherche à imposer des dogmes, ce que le paganisme ne fait pas. Le monothéisme cherche à imposer sa morale, ce que le paganisme ne fait pas. Il cherche à imposer aussi une hiérarchie religieuse, ce que le paganisme ne fait pas. Le monothéisme est figé alors que le paganisme est en mouvement, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc pour moi c'est vraiment un non-sens de vouloir chercher une origine unique, commune à l'ensemble des religions. Les religions se développent dans des zones différentes du monde en suivant les orientations des peuples qui portent ces traditions. Donc ce genre d'universalisme, pour moi ça n'a pas de sens, tout simplement. Donc ensuite, dire que les religions visent toutes le même but, l'absolu, mais l'absolu, qu'est-ce que c'est? Qui le définit, cet absolu? Personne ne sait ce que c'est, cet absolu. Alors c'est facile de sortir du chapeau comme ça des notions transcendantes, un dieu, un démiurge, un ci, un ça, mais concrètement l'absolu c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? La vérité, qu'est-ce que c'est? La vérité, il n'y a pas de vérité, à part en sciences dures, mais la vérité ça n'existe pas. Il n'y a que des différences d'interprétation entre les individus. Ma vérité ce n'est pas la tienne, ma vérité ce n'est pas celle de mon voisin. On a tous des interprétations différentes de ce qui nous entoure. Donc par conséquent, à part en sciences dures, il n'y a pas de vérité absolue. Donc pour moi Guénon c'est quelqu'un qui va chercher loin en fait ce qu'il a sous le nez. Il fait exactement en sens comme les monothéistes, puisqu'ils vont tous chercher, en fait, au final, pourquoi aller chercher un démiurge, une puissance créatrice du monde, plutôt que de se concentrer sur le monde lui-même en fait. Ce sont des gens qui se concentrent toujours sur l'au-delà, qui se concentrent toujours sur des choses qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils ne peuvent pas appréhender, et qui du coup passent sur le monde qui lui est réel et qu'ils peuvent appréhender en fait. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais vraiment cette idée de Guénon, pour moi, c'est complètement imprégné de monothéisme, et notamment, lui-même ne s'en cachait pas. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les païens aujourd'hui prennent en référence Guénon, alors que c'est quelqu'un qui prétendait aller chercher justement la vérité dans le soufisme, comme tu parles, dans des traditions orientales. Et donc pour moi, c'est quelqu'un qui a absolument rien à voir avec le paganisme. Donc ensuite, la suite de ta question, où tu me demandes: serais-tu prêt à t'entretenir avec différentes obédiences authentiques et traditionnelles, chrétiens authentiques, bouddhistes, soufis? Mais ça, au final, qu'est-ce que ça veut dire, les religions authentiques? Puisque à chaque fois on entend ça, par exemple quand on parle de Daesh, on dit ah bah non, c'est pas l'islam authentique. Quand on parle, je sais pas, de l'Inquisition, on dit ah bah non, c'est pas les chrétiens authentiques. Mais concrètement, ce sont des gens qui se revendiquent de cette religion, donc voilà, ils se basent sur les textes, sur les écrits, ils en ont une interprétation biaisée si on veut, mais concrètement, pour moi, il n'y a pas de chrétien authentique ou de musulman authentique. Quiconque se revendique de la chrétienté ou de l'islam ou de n'importe quelle religion, il répond à cette religion. Après que le bouddhisme c'est différent, parce que c'est une religion qui est beaucoup plus proche du paganisme européen que des monothéismes, donc là c'est différent, et je pense que le dialogue peut être plus ouvert. Mais après, des religions qui sont dogmatiques et qui partent du postulat que leurs livres c'est la vérité absolue et indéfectible,
comment je pourrais m'entretenir avec ces gens? Et ensuite, donc la fin de ta question, que penses-tu des ZAD? Donc les ZAD, comme on a pu voir notamment à Notre-Dame-des-Landes et tout ça. Alors si au final je pense que le résultat a été bon, puisque concrètement je pense qu'effectivement il n'y avait pas besoin de construire un énième aéroport en France et de bétonner un peu plus le territoire. Cependant, en ce qui concerne les zadistes, même si effectivement je pense qu'il y en a certains qui étaient réellement engagés dans l'écologie avec des projets de permaculture ou développement durable, etc. Je pense que concrètement une grande majorité c'était soit des gens un peu paumés qui ne savaient pas trop où crécher, soit des hippies un peu idéalistes, soit c'était des antifas qui avaient au final pas d'autre but que de venir casser du flic. Concrètement, pour moi, si on va avoir une démarche vraiment constructive, je pense que voilà, ça sert à rien de squatter des terrains qui ne nous appartiennent pas. Il y a des régions de France qui sont complètement désertes, où les maisons ou les terrains ne coûtent rien, et on peut très bien se porter acquéreur de ce genre d'endroits, qui en plus souvent sont magnifiques, et développer un projet comme par exemple celui de ma ferme autonome, ou alors aussi le projet de Damien Decars, donc de la chaîne Permaculture Agroécologie, etc. Donc je vous mettrai aussi les liens dans la description, comme ça pour aller voir ces gens et qu'est-ce qu'ils font concrètement et comment ils traduisent en fait l'écologie en actes, et comment ils ne font pas qu'en parler mais qu'ils le traduisent vraiment en actes, quoi. Donc voilà, on est arrivé au terme des questions maintenant, et je voulais juste ajouter un petit mot pour conclure, puisque dans la précédente vidéo, donc la partie 2 de la FAQ, j'avais eu quelques réactions un petit peu négatives par rapport à certaines choses que j'avais faites, que j'avais dites en tout cas, et je voulais réagir par rapport à ça, puisque en précisant bien que ces vidéos FAQ, je ne les prépare pas comme mes vidéos habituelles qui sont le fruit de recherches documentaires sur un sujet donné, où je recoupe mes sources, que je donne d'ailleurs toujours dans la description des vidéos. Et voilà, donc il y a vraiment une recherche documentaire. Là c'est une FAQ, c'est-à-dire c'est des questions que les gens me posent, et je viens avec mes petites questions dans la forêt, et puis je parle, j'essaye de répondre avec mes connaissances. Je réponds vraiment de manière spontanée, et forcément je réponds donc avec mes connaissances, ou en tout cas avec certaines, et je ne suis pas omniscient, donc des fois je peux avoir des préjugés, ou je peux avoir pas connaissance de certains faits. Tout simplement, si je dis une chose qui est erronée, tout simplement, rattrapez-moi dans les commentaires, ils sont là pour ça. Parce que la dernière fois, j'ai eu des gens qui sont venus en disant « Ah là, tu as dit quelque chose, ça ne m'a pas plu, c'est inadmissible, je me désabonne ». Tu vois, le fameux mec qui se sent tout puissant derrière son clavier en cliquant sur le fameux pouce rouge et le fameux désabonnement. Si les gens veulent se désabonner, je ne les retiens pas, je retiens personne, je vais pas dormir, ne pas dormir la nuit parce qu'une personne s'est désabonnée de ma chaîne. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de Grimaud, j'ai perdu 40 abonnés d'un coup. Pour une petite chaîne comme la mienne, c'est beaucoup, mais malgré tout, je dis les choses telles que je les pense et pas telles que les gens veulent que je les dise. Donc forcément, je vais déplaire à un moment donné ou à un autre à certaines personnes. Et encore une fois, je peux aussi dire des conneries, je ne suis pas omniscient, donc voilà, si je dis une connerie ou que je commets une erreur, ce qui peut arriver, ce qui est déjà arrivé d'ailleurs, et les gens me l'ont rappelé dans les commentaires et j'ai fait les corrections nécessaires. Donc voilà. C'était juste voilà pour dire par rapport à ça, bien préciser que dans cette vidéo c'est vraiment spontané, et je parle un peu plus librement, avec peut-être un peu plus de parti pris, mais bon voilà, c'est aussi le but de la FAQ. C'est une vidéo un peu plus légère, où je vais pas avoir la rigueur que je vais entretenir dans un format standard, on va dire. Donc voilà, en tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt.